Merci d'être resté avec nous. Une succession de repas trop gras, trop sucrés, l'inhalation d'un air pollué, tout ça, ça risque d'entraîner l'accumulation de toxines dans l'organisme. Mais de nombreuses plantes peuvent nous aider à les éliminer. Drainantes, diurétiques, dépuratives, elles agissent sur notre système digestif et facilitent le travail du foie, des reins ou des intestins, favorisant du même coup l'élimination des toxines. Alors, quelles sont ces plantes dites détoxifiantes? Sur quels organes agissent-elles? Doivent-elles être administrées sous forme de tisane ou de gélules? Autant de questions que nos spécialistes des plantes vont évoquer aujourd'hui. Laurent Chevalier, qui est médecin nutritionniste et botaniste, bonjour. Bonjour. Et Thierry Thévenin, producteur et herboriste bio de plantes médicinales, bonjour. Bonjour. J'aurais plein de choses à présenter, mais on fera ça tout à l'heure. Alors, pour éliminer les toxines, ne faut-il pas avant tout boire beaucoup d'eau? C'est la logique. Ça, c'est sûr, oui. Voilà. Et c'est vrai que du coup, la forme tisane est intéressante. Parce que l'eau, admettons qu'on laisse tomber les tisanes. Voilà. Vous sortez de votre rôle 2 secondes. Oui. L'eau, Laurent Chevalier, c'est ce qui permet aux reins d'éliminer un certain nombre de toxines qu'on va retrouver dans les urines. Alors, j'insiste bien sur un point, c'est qu'il faut que ça soit une eau de qualité. Si vous avez une eau qui contient des résidus de pesticides, qui contient de l'aluminium en excès, il va y avoir des réactions qui vont avoir lieu dans l'organisme. Donc, c'est tout à fait fondamental d'avoir une eau de grande qualité. Donc une eau minérale en bouteille ou l'eau du robinet, quand elle est potable de toute façon, elle est bonne, elle est de bonne qualité l'eau du robinet. L'eau du robinet est bien actuellement, donc... Qu'est-ce que vous appelez une eau de mauvaise qualité? C'est celle qu'on trouve dans les caniveaux? Non, mais je crois qu'il faut se renseigner. Il y a quand même quelque chose qui est un peu surprenant, c'est que actuellement, pour que l'eau soit potable, on utilise tout un tas d'éléments et on utilise, comme il y a 16 millions de Français qui sont soumis encore à de l'aluminium, alors à des doses très contrôlées bien entendu, alors qu'il existe d'autres moyens. L'aluminium sert à la floculation pour éviter que l'eau soit trouble. Donc tout ça, c'est bien entendu contrôlé, mais on espère que quand même il va y avoir des efforts qui vont encore être faits dans ce sens-là. Et puis, il faut toujours faire attention à ces résidus de pesticides qu'il peut y avoir. Le problème que l'on a, par exemple, pour l'eau, c'est qu'on va chercher le pesticide, mais pas forcément la forme métabolique. Donc on a quand même des interrogations. Ceci étant, l'eau du robinet est tout à fait bien. En France, elle est bien contrôlée. Actuellement, on peut savoir comment est son eau, hein. Donc le ministère a mis en place un site où on peut regarder comment est son eau commune par commune. Peut-être aussi faire attention aux eaux franchement médicinales. Il y a des eaux qui sont très chargées en éléments minéraux et là on n'est plus dans simplement une eau qui nettoie, mais on est aussi dans une eau qui apporte des éléments. C'est quoi l'eau médicinale? Des eaux qui sont reconnues très très riches en certains composants. Il y a des eaux très particulières et il vaut mieux une eau de source légère des fois si on est vraiment dans une logique de nettoyage que de prendre des eaux très spéciales comme ça. Je pense qu'il faut y faire attention un peu aussi. Voilà. Alors après, disons les eaux fortement minéralisées, ça peut être intéressant de temps en temps l'été, par exemple quand on sue beaucoup, puisqu'on perd des sels minéraux, donc il faut en apporter. Ça, tu as tout à fait raison. Mais sinon, il ne faut pas les prendre à l'aveugle, je pense. Est-ce qu'il y a des plantes détox dont il ne faut pas abuser, qui peuvent présenter un danger, notamment pour le rein? J'aurais presque envie de dire toute une plante détoxicante, nettoyante. Si on en abuse, oui, j'ai envie de dire toute. Est-ce qu'il y a des contre-indications à utiliser des plantes détox? Les plantes, par exemple, qui stimulent les fonctions rénales, il faut faire attention si, par exemple, il y a un cas de calcul rénal où le rein est bouché. Avec quelle plante? Avec n'importe quelle plante diurétique. À ce moment-là, si on pousse et que c'est bouché, là, ça peut être, ça c'est dramatique. Ça serait dans un cas de calcul existant. Voilà. Mais pour des gens qui ont des antécédents de calcul rénal, est-ce qu'il y a certaines plantes qui sont contre-indiquées parce qu'elles peuvent faciliter la formation de ces calculs? Dans les plantes détox, je ne vois pas. De toute façon, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut analyser quelles sont les toxines. Vous avez 3 types de toxines. Vous avez des toxines dites hydrosolubles. Normalement, elles sont assez facilement éliminées, notamment par le rein. Vous avez ce qu'on appelle les liposolubles, qui vont dans les graisses. Et là, il y a toute une machinerie qui se met en place au niveau du foie, qui va transformer en partie ces éléments en hydrosolubles pour pouvoir être éliminés. Et là, c'est le foie qui travaille. Et le foie, il faut l'aider. On a bien identifié un certain nombre d'enzymes qui fonctionnaient bien, qui s'appellent les EMX, enzymes du métabolisme des xénobiotiques, c'est-à-dire des corps étrangers. Donc il faut que le foie fonctionne bien. Et puis après, vous avez les microparticules, les nanoparticules pour lesquelles on a beaucoup d'interrogations. Globalement, ce sont les toxines dites liposolubles qui posent le plus de problèmes. Donc il faut aider le foie. Et dans ce cadre-là, on a des plantes. Les plantes dont il ne faut pas abuser, par exemple, ça va être le romarin et la fumeterre. On peut en prendre en tisane sans problème, mais là, il faut éviter de les prendre en gélule. En revanche, à mon sens,
à mon sens. Et d'ailleurs, je crois que Thierry est d'accord, parce qu'on en a parlé avant, la plante phare, absolument indispensable, c'est l'artichaut et la feuille d'artichaut. Et cette feuille d'artichaut, elle est très utile aussi quand il y a un abus de médicaments. On vient de voir qu'un médicament sur 2 serait inutile, que certains peuvent être toxiques, etc. Et en soins de support, notamment dans les chimiothérapies, on a vu des effets un peu spectaculaires où les lésions hépatiques étaient moins fortes parce que les lésions du foie, grâce justement à des plantes de ce type-là. En même temps, il faut faire très attention quand on utilise des plantes dans les chimiothérapies ou quand on prend des médicaments pour pas qu'il y ait d'interaction. Toujours est-il que ce que je peux vous dire, c'est que dans certaines chimiothérapies qui sont agressives et qui sont nécessaires, eh bien, avec des plantes, on peut améliorer la fonction hépatique et des fois on peut faire un peu plus de chimiothérapie. Alors, on va pas aller jusque-là, on va parler vraiment de l'artichaut détox. Comment on l'utilise? En tisane, tout simplement, on peut le prendre, donc une infusion. Alors, comment on fait l'infusion d'artichaut? Bon, là, et on met dans la casserole? Pas de chance, je n'ai pas apporté d'artichaut. Mais sinon, on prend une pincée de plantes. Donc, pas l'artichaut Si, c'est l'artichaut. Seulement, normalement, on mange donc le capitule, les bractées du capitule, que là, c'est la feuille qu'on utilise. D'accord. Donc, c'est la feuille qu'on peut donc soit acheter en herboristerie ou en pharmacie. Ou si on a des artichauts chez soi, on peut très bien récolter sa feuille, la sécher, ça sèche assez facilement, la couper en petits morceaux. Et ensuite, donc, une pincée pour un bol, on verse... Et la feuille en entier avec la partie dure, la queue... Oui. En général, on élimine un peu le pétiole qui est dur, qui est fibreux. On prend surtout le limbe de la feuille. Donc ça, on le fait sécher. Le limbe, c'est quoi? C'est ce qu'on mange? Le limbe, c'est la partie plane d'une feuille. C'est ce qu'on mange. Non, attendez, la feuille, c'est la feuille qu'il y a sur la plante. Ce que vous mangez, c'est la bractée. Ce que vous mangez, c'est le bourgeon. Ce que vous appelez la feuille d'artichaut, c'est le bourgeon. D'accord, c'est pas ça. C'est la bractée, c'est l'écaille. Ça, on le mange. Ça, vous le mangez. C'est ce que tout le monde appelle la feuille. Oui, justement. Mais c'est pas ça. Donc, c'est pas ça. C'est la feuille. Je vais manger une bractée d'artichaut. Moi, le soir, je fais les bractées d'artichaut. Et donc, j'aimerais bien un peu de sauce vinaigrette sur ma bractée. Vous n'avez pas ça? Sur la bractée, ouais. Bractée? Et cette feuille, elle est sur la plante, elle est très intéressante, elle a un inconvénient, elle est amère. Donc il faut la mélanger à d'autres plantes, comme par exemple la verveine. En gros, vaut mieux l'acheter, quoi, parce que si vous allez au marché chercher des artichauts, il n'y aura pas la feuille. Non, on ne vend pas la feuille. Voilà, d'accord, c'est ça qui... On ne la trouve pas sur un marché. Et après ça, donc on fait des tisanes. Mais sinon, juste pour les reins, ça me revient maintenant. Si, il y a quand même des plantes qui sont contre-indiquées pour les gens qui ont des antécédents au niveau des calculs rénaux. C'est toutes les plantes qui contiennent des oxalates, bien sûr. Oui. Donc, mais c'est exemple, par exemple, la rhubarbe. Exemple, toutes les polyganacées, en fait, l'oseille, les rumex, toutes ces plantes-là sont à éviter. Les poly quoi? Polygonacées. C'est une famille de plantes qui sont toutes riches. Non, j'avais pas bien entendu. On nous demande quelles sont les plantes drainantes les plus efficaces pour agir sur la silhouette. Silhouette, reine des prés. D'abord, on maigrit pas en buvant de la tisane, il faut le savoir. Bien sûr. Parce que ça, c'est... Non, bien sûr. Enfin, il y a des choses qui vont donc stimuler les fonctions digestives, les fonctions d'élimination, qui vont aider à aller dans le bon sens au niveau de la silhouette. Bon, ça peut être des plantes drainantes, comme l'aubier de tilleul, qui est donc très populaire, très connu. C'est quoi? Aubier de tilleul. Donc c'est ce qu'on trouve, c'est sous l'écorce. En fait, un arbre, c'est un peu compliqué encore. Tilleul, vous connaissez comme moi. C'est pas compliqué. Tilleul, je connais, mais pas aubier de... Il faudrait vraiment des cours de botanique. Non, c'est pas compliqué. Il y a l'écorce sur un arbre, et puis derrière l'écorce, il y a ce qu'on appelle le bois blanc ou aubier. Et donc dans le cas du tilleul, c'est cette partie-là qu'on ramasse, et on la trouve souvent sous forme de petits copeaux comme ça. Et donc ça, c'est en médecine populaire, c'est vraiment le draineur, et qui donc peut être intéressant, voilà, quand on a un peu de problème dans le point. Ou le pissenlit. Racine de pissenlit, donc ça tout le monde connaît, racine, on sait ce que c'est. Dans les tisanes toutes prêtes qu'on trouve dans le commerce, il n'y a jamais ces... Si, bien sûr. On peut les trouver sous forme de tisane, on peut les trouver sous forme d'ampoule, on peut les trouver sous forme de gélules. Et il vaut mieux sous forme de tisane, encore une fois? Là, moi, je suis vraiment le grand partisan des tisanes, mais il vaut mieux, en fait, ce qu'on est sûr de consommer. Si on achète quelque chose, qu'on le laisse dans le placard et qu'on ne le consomme pas, c'est mieux. Ça paraît raisonnable. Il y a des affinités, il y a des gens qui vont préférer la gélule parce que leur mode de vie, pour eux, c'est plus simple. D'accord. Il y a une bonne plante aussi qui est la piloselle. Donc la piloselle associée effectivement à la reine des prés, des fois c'est vraiment très très bien pour limiter un petit peu... On nous demande la différence entre la bruyère et la reine des prés. Ah, c'est pas du tout la même chose. Ah, mais répondez pas sur ce ton accablé, je vous en prie. Elles ont des points communs. Sinon, c'est deux plantes, donc on complètement. Elles ont des points communs, sinon on ne nous demanderait pas la différence. Voilà. Elles sont diurétiques, les deux. Donc la bruyère, c'est vraiment spécifique des voies urinaires. Ça, c'est quoi ce qu'on voit
Ça, c'est la reine des prés? Ce qu'on voit, c'est la reine des prés. Ouais. C'est un gros plant de la fleur de reine des prés, donc qui pousse dans les marécages, dans les lieux humides. Et ça, c'est la bruyère? Et ça, c'est un petit arbrisseau, c'est la bruyère. D'accord. Voilà, donc deux plantes qui peuvent pousser dans la même région, mais pas du tout dans les mêmes milieux. Et leur point commun, c'est d'être deux diurétiques. D'accord. Il y a la reine des prés plus utilisée aussi sur le versus anti-inflammatoire. Voilà. Et c'est une des rares plantes qui est capable de capter aussi certaines toxines. Donc il y a une étude assez récente qui avait montré qu'elle était capable de... Et quelle toxine, Michel? Le benzoapyrène. Bon, enfin, Michel... Si. Ah non, j'avoue que j'apprends. Donc ça fait partie de cette plante. Benzoapyrène. Ouais, ça fait partie des plantes qui sont capables de capter certaines toxines. Et que vous le trouvez où, le benzoapyrène? Eh bien, on le trouve par exemple quand on brûle les aliments, quand on fait des cuissons vives. Il y a des éléments comme ça qui se créent et qui ne sont pas forcément très bons pour la santé. Oui. Il faut faire des cuissons douces. Les cuissons douces permettent d'éviter justement de brûler les aliments. Oui, enfin, il y a des aliments qui se prêtent parfois à une cuisson un peu... Ah oui, mais enfin historiquement... Oui, je sais bien historiquement. Mais... Les racines de pissenlit, là, si on en mâche, ça fait quoi? Ça, c'est la première forme sans doute médicamenteuse de l'histoire. C'est-à-dire simplement, effectivement, si on prend un petit morceau de racine et qu'on le mâchouille et qu'on le garde dans un coin de la bouche... Je vais sentir, non, c'est pour sentir, je ne vais pas mâchouiller. Vous allez sentir ma salive, ça va. Donc la salive est capable d'extraire. Il y a des choses donc, qui sont hydrosolubles et puis même il y a... Oh là là, le carnage. Merci. Et donc c'est sûrement la première forme de médication. On mâchouille, quand on a vraiment marre ou quand c'est vraiment pas bon, on recrache. Mais c'est évident que c'est une manière d'absorber les principes actifs de la plante. Comme un bâton de sang sans le goût du sang. C'est ça. Je suis souvent fatiguée. Est-ce qu'une cure de plantes détox serait efficace? Alors, bien sûr, il faut faire d'abord le diagnostic, voir si c'est pas tout simplement un problème de thyroïde, des choses comme ça. Après, une fois que tout a été éliminé chez son médecin traitant, effectivement, on peut prendre des plantes avec, par exemple, du cassis, de la vigne rouge, un peu de bruyère. Vous tombez bien, puisque vous parlez de cassis, qui est connu pour ses baies foncées, mais ce sont ses feuilles, encore une fois, Michel, qui ont des vertus détoxifiantes. Les bratmés de cassis. Dans les Cévennes, Emma Bos, Franck Carimalo et Lydia Chaubon ont suivi les étapes de préparation d'une tisane de cassis et d'autres plantes détox. Si on a des questions sur le moment où on prend ces tisanes, on verra ça juste après et on goûtera avec vous. Mais d'abord, on regarde ce reportage. Une exploitation agricole nichée à 450 mètres d'altitude, c'est l'écrin qu'a choisi Marie Denzel pour cultiver ses plantes médicinales, et notamment le cassis, un arbuste venu de Scandinavie qui s'est bien adapté en terre cévenoles. Ce qui est intéressant, c'est deux choses. C'est la feuille que nous sommes en train de récolter, c'est une période de récolte des feuilles, et le fruit. Donc le fruit est connu comme un antioxydant. Mais la feuille, en fait, nous nous en servons pour faire les tisanes en vrac et des tisanes en bouteille. Et c'est un merveilleux détoxifiant de l'organisme. Donc il détoxifie le foie et les reins. Cueillies à la main, au moment où leur principe actif est le plus élevé, les feuilles de cassis cultivées de façon biologique sont ensuite transférées vers le séchoir, situé à 2 pas sur le domaine même. Il faut toujours, bien sûr, mettre des couches très peu épaisses sur les claies pour pas que les plantes fermentent. Et toujours, dans les paniers, on les laisse très peu de temps aussi, de façon à ce qu'elles ne fermentent pas non plus entassées dans le panier. Le séchage est une étape clé. Réalisé à l'abri du soleil, dans un endroit bien ventilé, il permet de conserver aux plantes toutes leurs propriétés. Une plante sèche, si elle a une bonne qualité, ne doit jamais sécher rapidement. Sinon, c'est comme un torrent qui se gorge d'eau. L'eau qui part brutalement de la plante va tout emmener sur son passage. Alors que nous avons un système de séchage très doux entre 25 et 35 degrés qui permet au contraire à l'eau de déposer ce qu'elle contient dans la plante. Donc on ne perd rien, on optimise parfois même la plante sèche. Pour assurer la traçabilité depuis la cueillette jusqu'à la mise en sachet, chaque récolte est identifiée. D'autres plantes détoxifiantes sèchent déjà ici, comme la sauge qui possède une action digestive, les bleuets aux propriétés diurétiques, ou encore la reine des prés, un antiseptique intestinal. Autant de vertus étudiées par l'ethnobotaniste qui travaille avec Marie. Formidable. Et à l'heure actuelle, donc, on la donne en cure détoxifiante pour le foie et aussi en cure amaigrissante. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les toxiques, qui soient internes, c'est-à-dire les produits de dégradation du cholestérol, des hormones, etc., comme les toxiques auxquels nous sommes soumis à l'heure actuelle à cause des polluants environnementaux, des résidus chimiques dans l'alimentation, etc., passent par le foie pour être détoxifiés.
et ensuite donc par les reins pour être éliminé. Donc c'est pour ça que c'est très important avec les plantes de pouvoir soutenir ces processus de détoxication. C'est sous la forme de tisane que les plantes sont utilisées. Et pour développer au mieux leurs vertus médicinales, Marie préconise d'en réaliser une décoction. C'est-à-dire on fait bouillir la plante 3 minutes dans l'eau. Il ne faut pas que ça boue à grand bouillon, il faut que ça frémisse bien. Et donc on le laisse 3 minutes, comme ça le principe actif est très bien capté par l'eau. Et puis ensuite, une fois le feu éteint, on le laisse encore infuser 3 minutes. Puis on filtre dans un thermos de façon à pouvoir boire sa tisane tout au cours de la journée ou avant et après les repas. Ces conseils sont aussi donnés directement aux visiteurs de la boutique, un lieu de vente direct pour les produits de l'exploitation. Donc je vais vous mettre 9 plantes. Les premières plantes seront pour vous détoxifier tout l'appareil digestif. Ensuite, les autres vous permettront de soigner les symptômes que vous avez. Et enfin, la dernière phase sera pour équilibrer votre système digestif. Donc vous allez pouvoir perdre du poids et en même temps vous détoxifier. Donc on va prendre de l'acacia. C'est sous forme de cure de 3 fois 9 jours, entrecoupée d'une pause de 3 jours, que ces tisanes détox sont conseillées, sous réserve bien entendu de demander l'avis de votre médecin pour identifier les plantes qui conviennent vraiment à votre état de santé. Alors pour en savoir plus, vous avez les livres des 2 personnes que vous avez vues dans ce reportage. Tisane, guide pratique pour toute la famille du docteur Claire Laurent Berthoud, c'est chez Jouvence Santé. Et puis Marie Denzel qui produit ce livre chez EBK, plantes médicinales d'hier et d'aujourd'hui. Là, on est sur une petite tisane de menthe Tout simplement. Pure. Voilà. Donc digestive, drainante, tout, mais pas à prendre le soir forcément. Bah, si on a des soucis pour s'endormir, c'est pas une très bonne idée. Ouais. Et puis, c'est bon ça en plus. Voilà, c'est plus une tisane qu'on va boire dans l'après-midi ou après le repas de midi. Je vous l'ai déjà demandé, mais si on sucre, ça casse pas l'effet? Non. Mais ça casse le goût. En revanche, il faut faire attention à bien prendre des tisanes de préférence bio. Je crois que c'est tout à fait essentiel puisqu'il y a des contrôles qui sont faits, notamment des tisanes comme ça justement. On regarde bien s'il y a le label AB. C'est quand même tout à fait préférable puisqu'il y a des contrôles sur justement ce qu'on appelle les métaux lourds ou les métaux traces. Donc c'est quand même quelque chose qui est très très important. Le label simple, c'est encore mieux. Le label simple. On va y revenir, vous inquiétez pas. On reste sur le cassis avec cette question. Si on préfère en manger, quelle quantité faut-il en consommer pour avoir le même effet qu'une tisane par exemple? Ah non mais c'est la feuille qu'on prend là. Mais m'engueulez pas, c'est pas moi qui ai posé la question. La baie. Ne me disputez pas. Ouais, c'est vrai. La baie, elle est intéressante parce qu'elle contient des polyphénols ou des choses comme ça. Donc c'est plus sur le versant circulatoire que ça va être intéressant. Donc comme pour la myrtille ou la groseille. D'accord. Mais ça c'est la feuille. Je voudrais Sur le plan alimentaire, par contre, si vous me permettez. Coupez-moi la parole, il n'y a pas de souci. Sur le plan alimentaire, si on veut prendre un produit qui est intéressant, c'est par exemple les radis, et notamment le radis noir. Ça, c'est un gros radis, un méga radis. Mais le radis noir. Levez-le un peu plus longtemps parce que sinon, ils n'ont pas le temps de voilà. montrer. Voilà. Ça, c'est quoi ça? C'est un radis, c'est un gros radis. C'est un radis, ça? Oui, c'est un radis. Radis chinois, radis rose de Chine. Et, et en fait, les radis noirs sont aussi très intéressants en tant que draineur justement aussi pour le foie. Donc ça, on peut le mettre, on peut le râper dans la salade, c'est très bien. Vous le mangez, vous ne faites pas des tisanes de radis noirs? Non, mais tout à l'heure, on demandait si on pouvait manger quelque chose. Donc non, mais vous avez la suite dans les idées, c'est bien. On le trouve, il est commercialisé sous forme d'ampoule buvable, comme c'est draineur mieux de du le foie manger. aussi. Voilà. Je voudrais composer moi-même une tisane détox, donc en dehors de la menthe pure. Quel cocktail me conseillez-vous? Pourquoi pas ce que j'ai amené là. Donc c'est vrai qu'on a déjà parlé donc de l'aubier tilleul, du pissenlit, et puis il y a une plante qui n'est pas très connue, et c'est un peu dommage parce que c'est une plante qui est très abondante, alors pas partout en France, c'est vraiment quand on est dans la zone méditerranéenne, mais c'est le palliure ou chapeau chinois, ça a le mérite aussi d'être très facile à reconnaître pour les gens qui veulent. Et on peut mélanger ces 4 plantes par exemple? Oui, voilà. Avec la menthe, on met tout ça ensemble? Voilà, oui. Et donc ce qu'on va faire à ce moment-là, comme ça c'est aubier, et ça c'est des racines ou c'est des choses un petit peu plus coriaces, on va faire une légère décoction. C'est-à-dire qu'on va laisser bouillir quand même quelques instants, 1 minute à peu près, ces produits-là, et la menthe on la met au dernier moment. D'accord. Parce que si on fait bouillir la menthe, en fait on détruit les huiles essentielles, elles s'en vont, elles sont évaporées, et on perd quand même une partie du bénéfice. D'accord. Ça a du goût ça? Le chapeau chinois? Non, c'est joli, mais il faut tester, mais ça n'a pas un goût. À quel moment de la journée les tisanes détox se prennent-elles? Je crois que c'est en dehors des repas. Ouais. Donc on peut prendre 2-3 bols en dehors des repas. Alors ça dépend de ce qu'on a. Mais si par exemple on a des lésions un petit peu hépatiques ou des choses comme ça, on prend 2-3 bols.
Et ça, en prévention, on peut en prendre une fois par jour. Et si on boit le soir, on passe sa nuit aux toilettes ou pas? On ne prend pas trop tardivement le soir, quoi. Je veux dire, ceci étant, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de Français qui prennent une tisane le soir. Donc on peut prendre une petite tisane, pas forcément un bol. Ça doit être important. Mais c'est très très important, hein, je veux dire. Donc il faut relativiser. On ne fait pas un repas du soir sans boire. Non, bien sûr. Mais si on rajoute encore de la boisson derrière, on se dit, une tasse, les gens qui ont des petites capacités vésicales, ils vont pas bien dormir. Dans ce cas-là, il faut qu'ils boivent un peu moins d'eau et puis bon, ils gardent un peu de place pour la tisane. À quelle fréquence faut-il faire une cure de détox avec les plantes? Personnellement, je pense que sur 3 semaines, ce qui est important, les cures, c'est que ça soit régulier. Donc, par exemple, une tisane le soir ou même 2 fois par jour pendant 3 semaines, c'est déjà une cure conséquente. Et régulièrement dans l'année? Oui, voilà. Oui, on peut faire ça. Souvent, traditionnellement, ça se fait au changement de saison, aux équinoxes, comme maintenant. Là, c'est le bon moment pour faire une cure détox. Et après, à la fin de l'hiver aussi, au début du printemps. C'est souvent les deux périodes qu'on préfère pour ça. On nous demande si le thé vert est vraiment détox. Le fameux thé vert. Le thé vert est intéressant, que contient beaucoup d'antioxydants. Toujours pareil, bien le prendre en bio, hein, c'est quelque chose qui est important, mais le thé vert, c'est vraiment quelque chose Mais ça ne prévient pas tout, comme c'est annoncé souvent. Après, l'histoire du détox, il faut voir de ce dont on parle, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on veut détoxifier, qu'est-ce qui se passe. Donc c'est quelque chose qui peut être assez large. Hein. Je veux dire, on peut très bien aussi chercher à une détox uniquement parce qu'on a pris beaucoup de médicaments à une période ou des choses comme ça. On peut avoir envie de prendre une plante détox simplement en se disant que ça va assainir le corps sans savoir vraiment ce qui va pas. Bien sûr. Et les tisanes qui ont été présentées sont très intéressantes. On peut rajouter aussi, si on veut changer un petit peu de temps en temps, justement tisane de cassis, comme ça a été dit, avec un petit peu de reine des prés. Et s'il y a une petite note hépatique, eh bien, la feuille d'artichaut. À dire foie au lieu d'hépatique. Foie. Vous parlez du pamplemousse et du citron, Tatiana, qui nous met un PS, super émission. Merci Tatiana. Citron, oui, voilà, bien sûr. Pamplemousse, ça vous a pas plu? Pamplemousse, moins, oui. Et on sait que le pamplemousse a des interactions avec certains médicaments. Ça c'est connu depuis fort longtemps, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut voir le degré de consommation. Il ne faut pas inquiéter outre mesure. Si on prend de fortes consommations de pamplemousse, notamment avec certains anticholestérolémiants, etc., ça pose problème, on le sait depuis fort longtemps. Mais si c'est à distance et si on en prend un peu, franchement... Et le citron en détox? Citron, oui, voilà, oui, bien sûr. C'est ce que j'allais dire. Ça dépend aussi de quoi on parle. Citron, si on parle le fruit, si on parle du zeste, si on parle de l'huile essentielle, ça va pas être les mêmes. Fruit. Le fruit. Jus de citron. Le jus de citron dans la tisane. Voilà. Par exemple, une tisane qui est un petit peu amère comme l'artichaut, si on n'a pas envie de consommer de sucre, si on met un peu de citron dedans, l'acidité va corriger un petit peu, ça passera. Ça passera. D'accord. Et sinon, le jus de citron pur comme ça, c'est bien? Oui, tout à fait, oui. Pour les alors, vous savez, non, mais alors il y a une histoire absolument extraordinaire à propos du jus de citron. C'est-à-dire que si on veut éviter la formation de calculs rénaux, il faut prendre un jus de citron tous les jours. C'est du citrate qui empêche la coagulation, la formation de cristaux. C'est extrêmement efficace. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup.